Cette émission vous est proposée avec la participation du fanshop NoWatch. Bonjour à tous et bienvenue sur Upload, le podcast qui charge votre mobile. Nous sommes en janvier 2013 et c'est l'épisode numéro 145. Bonjour à tous et bienvenue sur Upload, le podcast qui charge votre mobile en vous donnant tout plein de conseils, d'apps et de news sur le monde de la mobilité. Je m'appelle Patrick Béja et je suis avec Jérôme Kainborg, mon camarade des débuts, mon camarade de toujours. Et bonne année Patrick, je te fais bonne la bise année, sur Jérôme. les deux joues. Voilà, la bise en stéréo. C'est 4 ici. Non mais 4, c'est à la campagne, Jérôme. On est des mais Parisiens. je revendique mes racines origines, terriennes. D'accord. Absolument. Il ne faut pas croire, malgré mes aspects bobos et mon intérieur deux tons, j'ai de solides souches paysannes. Très bien. Eh bien, écoute, je t'en félicite, Boudiou. Donc, nous sommes en 2013. Comment tu sais que Boudiou était mon pseudo dans World of Warcraft ? Bien, écoute, j'ai des caméras placées chez toi. Bien joué. Ouais. Oui, non, mais Mon perso s'appelait Boudiou, ouais. C'est magnifique. Un de mes persos. Bah, comme quoi, effectivement, c'est la preuve irréfutable que tu as des origines campagnardes. C'est certain. Donc, 2013, la nouvelle année commence et comme l'auront compris les auditeurs et les spectateurs, puisque nous sommes en vidéo, les plus assidus, nous sommes tout seuls, tous les deux, tous les deux, comme un caprice des dieux, parce que les autres, alors il y en a un qui est en vadrouille en voyage, et l'autre, il a la gastro-entérite de il va être content qu'on précise. Si vous voulez, j'ai son rapport médical, on va le mettre dans les liens de l'émission. Il est malade donc. Cédric est quelqu'un qui est capable de gérer la régie en même temps que sa présentation, mais il n'avait pas de câble RJ45 assez long pour le faire de ses toilettes. Voilà. C'est Christophe qui s'occupe de la régie ce soir. Donc s'il y a des problèmes, c'est Christophe. C'est de sa faute. Voilà. C'est Ponsol sur Twitter. Donc, merci à lui d'avoir pris le relais. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, du coup, c'est une émission un petit peu, une sorte de mini-upload pour se remettre en jambes, se remettre en bouche pour ce début d'année. Donc, on est quand même très content d'être là et j'espère que l'émission sera tout de même digne d'intérêt. Je vais me lancer tout de suite avec mon test d'app, qui n'est pas un test d'app. C'est le test d'un accessoire. Ouais, voilà. On va encore dire, Patrick, il teste pas les apps, mais c'est un accessoire qui, je pense, pourra au moins être intéressant à tester pour certains. Ça s'appelle le iPix to Go. iPix, alors IPICS, genre EI photo, iPix. C'est tout le chiffre 2. Et plus loin, go, le verbe to go, donc aller. iPix à emporter, les photos à emporter. Donc en fait, on s'en fout de cette explication de l'anglais, mais vraiment, faut le moment, hein, on n'a pas fait d'émission depuis quelques temps. Non mais Patrick, tu as dit que ça allait être une émission courte, mais je sens que tu vas tellement la meubler. Ouais, c'est bien possible. Donc le iPix2Go, qu'est-ce que c'est ? C'est un accessoire qui vous permet de facilement numériser vos photos papier, vos photos physiques, grâce à votre iPhone 4 ou votre iPhone 4S. C'est une idée toute bête en fait. C'est que, on le sait, l'appareil photo des appareils, des téléphones mobiles est aujourd'hui si bon qu'il peut permettre de numériser des documents avec une qualité assez acceptable. Et il y a notamment, on a déjà testé des applications qui vous permettent de scanner des documents pour les envoyer par email ou ce genre de choses, qui donnent des résultats vraiment probants. Je crois que tu en avais testé toi-même, Jérôme. Oui, moi j'utilise énormément et Christophe qui est à la régie, on utilise tous les jours une appli qui nous permet de scanner tous les documents administratifs de NoWatch et Dieu sait s'il y en a, grâce à nos iPhones en fait. C'est Genius Scan, je crois, je l'avais testé hier. Non, moi c'est mon préféré. Alors j'ai Genius Scan, mais mon préféré c'est Scanner Pro, moi. Ah d'accord, ouais. Ok. Bon, écoute, c'est bon à savoir aussi. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir une sorte de boîte qui a déjà la forme spécifique pour placer la photo à la bonne distance, qui fait une sorte de boîte noire pour que la photo soit dans le noir, et qui a également des petites lampes LED pour illuminer la photo. Donc vous placez votre téléphone dans une sorte d'encoche qui a la bonne forme et qui est prévue à cet effet. Et ensuite,
il ne reste plus qu'à prendre les photos, c'est-à-dire que l'appareil photo du téléphone est centré, les photos sont insérées par un petit plateau qu'on va glisser dans la boîte noire qui fait à peu près, je sais pas, 15 ou 20 centimètres de haut, 7-8 centimètres de large et 10-15 centimètres de long. Et à ce moment-là, donc, vous avez l'appareil photo qui est, vous lancez l'appareil photo et vous prenez les photos et vous insérez vos photos physiques une à une avec ce petit plateau. Et vous prenez les photos les unes à la suite des autres et ça vous permet effectivement de prendre vos photos facilement. Disons que ça permet pas forcément de faire quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Parce qu'on peut tout à fait poser une photo sur une table ou sur un papier craft noir et puis prendre les photos une à une grâce au téléphone en se mettant à la bonne distance, en faisant bien la lumière, etc. C'est tout à fait possible. C'est pas si simple. Hein. Moi, je l'ai fait pour des vieilles photos, entre les photos brillantes qui te renvoient les lumières de la pièce, shooter sans avoir une boîte noire et un éclairage, c'est pas facile. Ouais. Donc voilà, là, ça vous permet de faire ça. Il y a une app, évidemment, qui va avec, qui est une app gratuite. Quand vous verrez le prix de l'accessoire, vous comprendrez que c'est normal qu'elle soit gratuite. Mais le système de l'iPhone fait que l'app ne peut pas avoir énormément de fonctionnalités. Elle vous permet d'avoir le bon cadrage et le bon cropping, le bon détourage des photos parce qu'elle vous permet aussi l'appareil vous permet aussi de faire les diapos, etc. Donc ça vous permet de faire l'inversion des couleurs et tout ça. Mais par contre, ça vous permet pas, par exemple, de vous faire une série de photos qui vont avoir le même nom avec un chiffre qui est incrémenté automatiquement après. Donc si vous voulez scanner l'album des photos de Noël de 1972, vous pouvez pas appeler ça photo Noël 1972 1, puis 2, puis 3. Comme l'iPhone est un petit peu fermé, il vous permet pas de nommer les photos que vous allez prendre, que vous allez sauver sur le répertoire de photos. J'imagine qu'il aurait été possible de les sauver en local et puis de les réexporter après dans l'application. Oui, avec un. Elle ne permet pas. Mais si, non, mais à la limite, ce qu'il faut faire, je donne un conseil, tu utilises une app comme Camera Plus, qui a une Lightroom en tampon, et Camera Plus te permet à la volée de renommer une série de photos avant de les enregistrer dans les photos de ton album, en fait. Donc, si on prend que des photos qui font le plein écran, c'est pas mal. Si on prend des diapos, ça sera pas forcément adapté. Mais bon, donc cette application-là aurait pu être meilleure. Elle n'est pas hyper poussée. Mais bon, ça va, elle fait son boulot. Donc là, je suis rentré plutôt dans le test en lui-même. La bestiole elle-même, l'appareil, la boîte elle-même, elle fonctionne. Elle est éclairée donc par des LED. On appuie sur on ou off pour allumer et éteindre l'éclairage intérieur. Ça marche avec des piles, hein, normal, rien de très compliqué. Ça éclaire un petit peu trop les bords par rapport au centre. C'est-à-dire que l'éclairage est correct, mais il n'est pas uniforme. Forcément, ça éclaire plus là où sont les LED. Les LED, ouais. Donc, c'est pas parfait. Il y a un autre souci aussi, c'est que le plateau a des encoches pour bien poser les photos, mais c'est des formats un petit peu américains, j'ai l'impression, parce que les photos que j'ai testées n'étaient pas exactement comme il fallait. Il y en avait qui dépassaient un petit peu et d'autres qui étaient un peu trop petites. Donc, il y a deux formats normalement sur le plateau, mais ils ne sont pas parfaitement adaptés aux photos qu'on utilise, ou en tout cas que moi j'avais dans la maison de mes parents. Donc, bref, ça fait une petite série de petits soucis. Je vais vous donner le prix aussi, parce que ça en arrêtera peut-être certains. Corben n'est pas là, heureusement, il nous aurait fait une attaque cardiaque. Il coûte une 60aine d'euros, ce que j'ai trouvé... Reste avec nous, Jérôme. Une 60aine d'euros sur Amazon. On mettra le lien dans les notes de l'émission. Donc ça coûte un petit peu cher quand même pour ce que c'est. Là, je t'interromps juste, surtout qu'il existe, par exemple, dans des Fnac ou d'autres services, vous amenez vos photos papier et on vous les scanne avec une trieuse, tu vois, un truc qui vous scanne toutes vos photos. Je sais pas, il faudrait faire un calcul, mais tout dépend de ta masse de photos. Et j'ai envie de dire le temps que tu as devant toi, parce que
comme je l'ai vu là, pareil, c'est pas non plus un truc où tu as un grand chariot où tu pourrais mettre, ou un carrousel où tu pourrais mettre tes photos et il les scanne une par une, quoi. Donc tu vas mettre un temps fou tu quand même à le places faire. chaque photo dans le plateau, tu le rentres le plateau, tu prends la photo, etc. Et après, il faut les sortir de l'iPhone pour les renvoyer ailleurs. Donc, oui, ça prend du temps, c'est certain. C'est pas, disons que j'imagine que les trucs genre la Fnac, ils vont te faire payer à la photo quelques dizaines de centimes. Si tu as beaucoup d'albums à numériser, j'imagine que ça va quand même monter assez Oui, vite. oui, ça peut monter. Ouais. Bon, ensuite, effectivement, il faut avoir le temps parce que j'imagine que ça prend au moins 1 heure pour faire un album. Si tu en as 30, bon, tu vois, tu en fais un par semaine de temps en Alors temps. moi, Ça peut. je donne une astuce. D'abord, je pense que et ça a l'air très bien, mais à la limite, c'est pour quelqu'un qui veut faire ça pour quelques photos vraiment précieuses qu'il a et qui prend encore à la limite des photos papier, qui a envie d'avoir. Je sais pas. Je pense que c'est le genre de truc, moi, ce que j'ai peur en achetant ça, tu te dis, je vais scanner toutes mes photos. Tu vas Ouais. y passer un dimanche après-midi, tu auras fait l'année 1986 et encore que l'hiver, et là tu vas te dire, oh là, c'est chiant. Et le truc va prendre la poussière. Ouais. Moi, j'ai fait quelques numérisations de vieilles photos, notamment de très très vieilles photos, et alors j'ai deux techniques pour aller vite. Tu colles toutes les photos, ou en tout cas tu les places sur une grande planche et Mhm. tu déplaces ton appareil sur la grande planche. Donc comme ça, Ouais. tu es sûr que tout est à plat et tu essayes de faire un éclairage uniforme en Mhm. mettant un éclairage genre halogène et en tirant un grand drap blanc pour faire une lightbox sur Ouais. tes photos. Et là, ça va te permettre de shooter en faisant Assez vite, bouger ouais. ton appareil. Mhm. Ça peut aller vite. Et sinon, ce type de petite boîte, si vous êtes un peu bricolo, Ah, ça peut se faire je pense soi-même, que c'est hein, pas bien sûr. si compliqué à faire. D'autant plus que ça ne fonctionne qu'avec les iPhone 4 et 4S. Hmm. Donc, si vous avez un autre appareil qui soit autre iPhone ou simplement un autre Android, enfin un autre téléphone d'une autre marque, ça conviendra pas. Bref, en l'occurrence, moi, c'était un cadeau que j'ai fait à mes parents qui sont retraités et je me suis dit c'est un petit truc sympa, c'est une idée de cadeau qui est sympathique parce que bon, ils ont du temps devant eux, donc bon, je vous avoue qu'ils ont pas non plus, ils m'ont pas donné l'impression qu'ils allaient y passer leurs après-midi, ça a pas eu l'air de les emballer outre mesure, Ouais, je sens mais que tu j'ai vas bon avoir espoir que pas je un pourrai très les joli motiver. cadeau l'année prochaine, quoi. C'est possible. Non, mais je pensais que c'était vraiment sympa, tu vois. Moi, je suis convaincu que c'est Non, sympa. mais c'est une Si je bonne réussis idée. à les motiver, bon. Mais Moi, c'est le genre de truc que j'offrirai aussi à mes parents parce que c'est pas eux qui amèneraient leurs photos à la Fnac pour les numériser. ouais, voilà. Mais de temps en temps, voilà, pour se rappeler un souvenir, scanner quelques photos, ça peut être sympa, quoi. Bon, bref, donc voilà, je vous laisse. J'ai pas vraiment d'opinion définitive sur l'outil. C'est vrai que c'est un peu cher, c'est pas non plus la fin du monde, hein, mais bon, je vous laisse vous faire votre idée. On vous a donné les différents éléments pour vous faire votre idée. Donc voilà, ça s'appelle iPix2Go et la société c'est Ion Audio, ION Audio, qui fait plein d'accessoires et notamment des accessoires audio. Jérôme, de quoi nous parles-tu donc? Alors, moi, je vis une époque formidable en ce moment. Il y a des gens qui nous ont laissé des commentaires en disant, ouais, Jérôme, quand est-ce que tu testes vraiment? T'arrêtes pas de parler du Windows Phone, mais en fait, tu t'en utilises pas vraiment un, donc machin. Regardez ce que j'ai dans les mains. Regardez, hop. Alors, pour ceux qui ne voient pas, j'ai un Lumia 920 qui est en test. Je n'ai pas acheté un Lumia 920 parce que j'ai pas le budget, mais je suis en train de tester. Et comme vous pouvez le voir, je le teste vraiment. J'ai d'ailleurs une carte SIM de nos amis de chez Pritel dedans, donc j'ai un vrai réseau. Je l'utilise en mobilité. J'ai mis mes adresses et tout ça, donc c'est pas un test déballage machin. Et justement, en testant le Windows Phone, il y a vraiment une chose dont je suis super fan sur le Windows Phone, c'est la gestion des contacts. Et quand on revient sur iOS et son iPhone, ben on s'aperçoit quand même que iOS a quand même un sacré retard dans la gestion des contacts. Et quand on est comme quelqu'un comme moi d'extrêmement populaire et qui doit gérer plus de 800 contacts, en fait non, c'est juste des gens que je harcèle au téléphone pour faire du sponsoring chez No Watch. Quand il y a à gérer, non mais tous ceux qui ont un boulot un peu commercial ont des grandes masses comme ça de contacts à gérer, différencier les contacts pros, ceux qu'on doit rappeler, ceux qu'on a trop harcelés, il vaut mieux laisser en jachère pendant un certain temps, vont avoir besoin d'une appli de contact efficace. Et cette appli existe.
Et je trouve, c'est pour ça que je disais qu'on vit une époque formidable, avant même de vous parler de l'app, que en ce moment, et toutes les apps dont je vais vous parler dans les prochaines semaines, je suis excité comme une puce. Le vent est en train de tourner au niveau des apps. On sent qu'il y a quelque chose de nouveau et de frais qui arrive dans le développement des apps, au niveau des interfaces. Je pense, en tout cas, moi, c'est mon analyse, que Windows Phone a décoincé pas mal de développeurs d'app et notamment de graphistes. C'est audacieux comme analyse. De graphistes au niveau de la simplicité. Faisons simple et utilisons des gestes et pas mettre des boutons pour faire chaque truc, mais des gestes et utiliser toute l'ampleur d'un écran comme le fait Windows Phone. Et toutes les apps que je teste en ce moment me font redécouvrir le plaisir de... Mais vraiment, hein, ouais. Moi, je n'attribuerais pas ça à Windows Phone. Non, mais pour moi, par exemple, ce que fait Google est la parfaite synthèse du graphisme, de l'ergonomie et de l'air du temps. On est très très loin des premières applis qu'on avait, où il y avait un bouton par fonction. C'est des applis élégantes avec des fonctions cachées qui demandent un petit peu d'apprentissage, mais une fois qu'on a appris comment les utiliser, sont tellement plus agréables et tellement plus belles que voilà, je suis très content d'avoir ça sur mon iPhone, je voulais le dire. Et justement, Kobook, dont je vais parler, fait partie de cette mouvance parce que vous allez découvrir Kobook. Kobook, C-O-B-O-O-K. Kobook, et vos contacts ne vous rendront plus chèvre. Book. Chèvre. Okay. Eh ben. Bref. Non, mais s'il n'y a pas beaucoup de bruit de rire, en fait, dans l'émission, là, c'est parce qu'on est que deux. Il faudrait qu'on rajoute, comme on faisait à l'époque de Scud, des rires enregistrés, juste pour vous dire. Là, rigoler. Donc, Kobook, et je ne sais pas si Christophe lance la vidéo, mais pour ceux qui nous regardent en vidéo, on va voir la présentation de Kobook qui est faite par eux-mêmes. Kobook, c'est donc en fait une app qui va vous permettre de gérer vos contacts, mais tous vos contacts, c'est-à-dire au sens large, que ce soit vos contacts téléphoniques, mais aussi vos contacts Facebook, Twitter, LinkedIn, vraiment toute forme de contact qu'on peut avoir dans sa vie numérique. Il va les gérer, les regrouper, les associer entre eux. Par exemple, un Patrick Béja existe sur iOS de base, moi, dans mon carnet d'adresses avec son numéro de téléphone. Je le suis aussi sur Facebook, je le suis sur Twitter, je le suis sur LinkedIn. Donc sur iOS de base, j'ai 4 contacts différents, on va dire. Là, il me les regroupe tous en une seule fiche et d'une manière très élégante et assez automatique. Et même quand on le fait soi-même, ça va très très vite. Moi, j'ai géré, pour vous dire, 800 contacts en 2 heures. Et vraiment, Jérôme, pourquoi est-ce que tu as plusieurs contacts différents pour moi si ils sont tous mis en commun normalement? Oui, ils se mettent en commun, mais parfois ils ne trouvent pas bien, surtout quand tu as un pseudo ou tu n'as pas exactement le même nom sur Twitter. Tu es obligé de lui dire un peu où sont les différentes fiches. Mais une fois que c'est fait, là où c'est vraiment génial, c'est que ça va vous permettre de tout avoir au même endroit. Et moi, je peux lire, par exemple, les tweets de Patrick au même endroit où je vais l'appeler. Ou au même endroit où je vais lire sa page Facebook. Donc le contact devient le point de départ de vos actes sociaux ou vos actes de communication. Et vraiment, c'est une approche qu'on retrouve dans le Windows Phone qui, enfin, maintenant est sur iOS et cerise sur le gâteau, qui est gratuite. Ne me demandez pas leur business model, c'est gratte la tête. Parce qu'une app comme ça a dû prendre du temps à développer. Je ne sais pas comment ils se font de l'argent, ces gens-là. Bon, il faudrait leur demander à l'occasion. Dans mes applaudissements, l'ergonomie de cette app est vraiment très très chouette. On est dans du design, cette tendance Milk dont on parlait dans l'émission 2012, ce côté Google, simplification, les icônes disparaissent, on est dans la symbolique et dans les gestes. On peut faire énormément de gestes pour gérer ses contacts. Il y a un petit degré d'apprentissage, effectivement, comme toutes ces nouvelles apps, mais après, on gère et on peut remplacer les priorités de ces apps très, très facilement. C'est presque devenu un plaisir de gérer ses contacts, alors que ceux qui avaient beaucoup de contacts à gérer avec l'appli de base d'iOS savent à quel point c'est galère, quoi. Donc, la gestion des contacts est géniale. La mise à jour des statuts, alors... Cette app ne va pas créer un carnet de contact en parallèle de votre carnet de contact iOS. Elle se met par-dessus le carnet de contact iOS et va continuer à utiliser cette base de données-là. Que vous soyez synchronisé par iCloud, Gmail ou plusieurs trucs,
ça va continuer. Si vous rentrez un nouveau numéro de téléphone, il va se mettre dans votre carnet de contacts de base. Ouais, donc ça ne fait pas doublon avec votre liste de contacts déjà existante. Pour être honnête, je dirais dans les bouts, ça peut mettre un tout petit peu le Bronx. Ça duplique parfois certaines infos. Mais globalement, vous allez garder votre base de données de contact. Vous n'allez pas la perdre en utilisant Cobook si vous l'abandonnez un jour. Les tags, la gestion des tags est absolument géniale. Si vous voulez faire un groupe très rapide, un groupe de travail de gens ou des gens à recontacter, tac, vous faites un tag, un hashtag, vous l'appliquez à plusieurs contacts en faisant du multiclic et boum, vous avez un groupe de contacts que vous pouvez consulter très facilement, les détaguer très facilement aussi. Et alors, le dernier truc que je trouve absolument génial, c'est quand vous devez envoyer des contacts à quelqu'un. Par exemple, toi, Patrick, quelqu'un va me demander ton contact. Alors, imaginons, c'est un fan de l'émission. Je n'ai pas forcément envie de lui donner ton adresse mail privée ni ton numéro de téléphone, mais à la limite, donner ton Twitter ou ce genre de choses. Et à la volée, avant d'envoyer le... J'ai pas vraiment d'adresse mail privée, mais OK. Bon, bref, Imaginons que tu aies un numéro de téléphone sur liste rouge, que tu sois une star, et à côté, ton numéro de téléphone géré par ton agent de presse, qui est en fait... Voilà, ça c'est plus réaliste, voilà, c'est plus crédible tout de suite. Ouais. Et je vais pouvoir à la volée organiser les infos que je vais envoyer sous le nom Patrick Béja en V-card dans un mail. Donc, je peux personnaliser la V-card que je vais envoyer, alors qu'avec le vieux carnet de contact, on est obligé de modifier ou de créer une deuxième fiche contact pour modifier les infos. Donc voilà, énormément de choses très très intéressantes dans cette app. Dans les bouts, alors le design est chouette, mais par contre la couleur qu'ils ont utilisée, ce marron caca, ça les identifie, hein, au moins personne ne l'a utilisé, hein, on les voit tout de suite que c'est Cobook, mais cette couleur est immonde. J'aimerais bien que dans la prochaine version on ait le choix de la couleur. Ça peut foutre un peu le bordel dans votre base de données. Faites très attention, comme si vous synchronisez Gmail, iCloud et que c'est un peu le bordel, il va avoir tendance à multiplier les doublons que vous avez déjà avec une organisation un peu bordélique. Donc, soyez bien sûr que vos contacts sont bien propres. Moi, j'ai fait l'effort de tout mettre sur Gmail, ce que je n'avais pas fait avant de passer à Cobook, pour être sûr de ne pas avoir de problème. Donc, ma conclusion, c'est que c'est vraiment la meilleure des apps pour la gestion des contacts. Et en plus, elle existe sur votre Mac aussi. Vous pouvez remplacer votre carnet de contacts Mac par une appli super élégante qui s'appelle Cobook et qui est gratuite aussi sur l'App Store et qui va se synchroniser avec votre iPhone exactement dans le même type de présentation Cobook de vos contacts. Donc, je la recommande chaudement pour tous ceux qui ont plus de 10 contacts à gérer dans la vie. Ok, voilà. Merci Jérôme. C'est vrai que c'est un truc qui m'est un petit peu étranger parce que moi, généralement, ma solution, enfin, je suis toujours très parcimonieux avec ce genre de choses. Genre, si j'ai trop de contacts, je vais, plutôt que de tous les garder et machin, je vais en supprimer, tu vois. C'est pour ça que tu perds beaucoup d'amis, Patrick, aussi. Mais c'est possible. Mais tu vois, je ne garde que ceux qui sont vraiment de qualité. Tout à fait. Mais non, mais c'est vrai, tu sais, par exemple, je ne suis que 100 personnes sur Twitter, même pas, je suis à moins de 100 en ce moment, je suis à Facebook, j'enlève plein de gens régulièrement, je suis à pareil 80, 100 personnes, etc. etc. Donc, Alors, justement, pour mettre de l'ordre dans ton carnet, Cobook permet de le faire beaucoup plus rapidement et surtout de traiter par batch, en fait. D'accord. Tes adresses. Faudra que je l'essaye. Je l'avais installé quand tu m'en as parlé et puis ça m'a emmerdé et je l'ai désinstallé, je l'avoue honteusement. Non, peut-être il a réessayé. Moi, aujourd'hui, j'ai plus de 900 contacts quand même à gérer, donc j'ai besoin de ce type d'app. Ok. Bon, merci. Donc, ça s'appelle Cobook et c'est gratuit sur iOS, enfin iPhone plus spécifiquement. Exactement. La suite, c'est le message de notre sponsor que Jérôme va vous faire passer avec grâce et élégance comme toujours. Et brio, juste après avoir bu un peu d'eau parce que j'ai la bouche sèche. Ok. Donc, en attendant, je vais faire une blague. Tu sais combien de No Watcher il faut pour changer une ampoule ? Combien de quoi ? De No Watcher il faut pour changer une ampoule ? Ça dépend, elle est gratuite ou elle est payante. C'était dans ce goût-là que j'allais partir. Ouais. Bon, bref, donc tu m'as grillé. Ok, vas-y. Et l'ampoule aussi a grillé. Mais vous aussi, vous allez griller parce qu'aujourd'hui, mercredi, c'est les soldes. Et ce matin, vous vous êtes battu autour d'un caleçon à 2,50 € en soie sauvage. Et bien ce soir, vous n'aurez même pas à vous battre puisque sur le fan shop No Watch, c'est les soldes aussi. Et c'est les soldes sur les t-shirts No Watch. Les 2 t-shirts du
du fan shop sont à moins 10%. Oui, accroche-toi à ta chaise, Patrick, j'ai bien dit moins 10%. Moins 10%, en plus sur les 2 t-shirts. Alors effectivement, les gens vont pas se battre parce qu'il y en a que 2. Hein. Non, n'essaye pas, tu peux pas cumuler. C'est moins 10%. Remarque que, en fait, je sais pas mathématiquement. Bref, il faut demander à Will, c'est lui qui gère la boutique. Et en plus, on s'arrête pas là, parce que chez No Watch, on est comme ça. Si on pouvait donner, on donnerait. Mais on peut pas. Enfin, on donne déjà pas mal. Le petit truc qui est bien t-shirts, il faut les fabriquer, quoi. Faut qu'on fasse un tout petit peu de marge, sinon ça servira absolument à rien. Et non, mais là, on va faire très très peu de marge sur ces soldes, parce qu'en plus, on vous offre la livraison à partir de 30 € d'achat. Et je peux te dire que les livraisons, parfois, ça nous coûte très très cher. C'est vrai? Ah bah oui, oui. Il y a des commandes lourdes et la Poste française, elle se mouche pas avec le coude, hein, comme on dit chez moi. Mais c'était déjà l'offre du transport. Oui, eh bien, nous la prolongeons, nous la cumulons avec nos moins 10%. Ah oui, d'accord. Ok, super. Et tout ça jusqu'à la fin janvier. Donc dépêchez-vous. Oh, c'est incroyable. Il ne reste que 225 t-shirts. Non, par contre, non, plus sérieusement, dépêchez-vous parce qu'il y a des tailles qui partent très vite. C'est vrai. Les tailles les plus communes. Alors, on les a commandées en plus grande quantité, mais on va pas en recommander de sitôt parce que ça coûte quand même très cher de fabriquer des t-shirts en masse. Donc, s'il y a une taille, vous avez une taille un peu commune, dépêchez-vous d'en profiter avant que tout soit arraché pendant les soldes. Super. Eh ben, écoute, merci Jérôme. Et donc, merci à tous ceux qui choisissent de nous soutenir en faisant une petite commande sur le fan shop. Et bien sûr, oui, ceux qui ont regardé la vidéo, vous avez vu des visuels qui n'ont rien à voir avec les t-shirts. Et tous ces produits-là sont disponibles dans la boutique aussi. Pas en solde, mais la livraison est gratuite à partir de 30 € d'achat. Magnifique. Donc, on enchaîne maintenant avec la suite de l'émission. Et la suite de l'émission, c'est les apps. Les apps, c'est la partie où on vous parle de petits trucs qui n'ont pas forcément besoin d'être développés dans un test complet, mais qui sont quand même bien sympathiques et dont on voulait vous toucher un mot. Oui, pas vous toucher tout court, parce que c'est pas facile de passer par le Patrick. Donc, on dérapait moins quand même. C'est vrai. Non, on l'a dit ça ? Bon. Non. Donc, le truc dont je voulais vous parler, c'est une app de certains. En fait, c'est des amis d'amis. Et ces amis, vous les connaissez, c'est les gars de la BD Les Geeks. J'ai reçu un email il y a quelques jours de ça, une ou 2 semaines. En fait, les gars de la BD Les Geeks, ou en tout cas certains d'entre eux, ont des amis qui ont lancé un projet plutôt amusant. Ils se sont lancés dans une boîte de prod qui va essayer de sortir des produits directement pour faire accéder à leurs artistes et aux gens qui travaillent avec eux directement à leurs clients. C'est la désintermédiation de l'Internet de la mobilité. Donc c'est plutôt une initiative qu'on aime encourager, nous. Et en l'occurrence, il s'agit d'une initiative qui risque de plaire à certains de nos auditeurs aussi, puisque c'est une application pour Android uniquement, pour le moment en tout cas, qui s'appelle 365 Pinups. Alors, vous savez ce que c'est pour Pinterest, donc, c'est ça ? C'est pour, pardon ? C'est pour Pinterest. Oui, exactement, c'est exactement ça. En fait, c'est un groupe de dessinateurs, dont Thomas Laboureau, qu'on connaît bien chez No Watch, sur le Rendez-vous Tech, Geeking, tout ça. Mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres qui ont chacun dessiné une pin-up, leur inspiration de la pin-up. Et l'application vous permet... Alors, il y a une version gratuite, une version payante, si je ne m'abuse. La version payante vous donne des fonctions supplémentaires que je vais détailler après. Mais elle vous affiche donc une pin-up par jour, comme vous auriez pu vous en douter, en comprenant que 365, c'est aussi le nombre de jours qu'il y a dans l'année en général. Voilà, je dis ça pour Jérôme. Et donc, il y a, a priori, moi, j'aurais pas vraiment été intéressé. C'est le genre de truc qui m'intéresse pas énormément. Je vais être très honnête. Les pin-up, les machins, les bonjour madame et tous ces trucs-là. Bon, moi, c'est pas forcément mon truc. Je suis tout à fait comblé à la maison. Donc, en gros, bon, non, je déconne. Ça n'a rien à voir avec ça. On peut aimer les pin-up et bon, bref. Donc, oui, on peut aimer les vertus artistiques de ces dessinateurs. C'est exactement ça, parce que celles que j'ai vues, en tout cas, j'en ai vu 4, 5, 6, quelque chose comme ça, elles sont vraiment magnifiques. C'est vraiment des dessinateurs et même des illustrateurs, je dirais, qui sont hyper doués.
parce que les dessins sont magnifiques. Et en plus, bon, les pin-ups sont forcément sexy, c'est pas désagréable à l'œil. Et donc, c'est vraiment un coup de cœur, et un coup de cœur que j'attendais pas pour moi, parce que généralement, c'est pas mon truc. Et là, je les trouve magnifiques. Alors, je disais qu'il y a une version payante, une version gratuite. La version payante, si je ne m'abuse, supprime les pubs et vous permet d'afficher en wallpaper la pin-up qui change automatiquement tous les jours. Donc voilà, c'est une fonctionnalité qui est plutôt cool si vous en avez, si vous aimez l'application, si vous aimez les pin-ups, vous n'allez pas forcément tous les jours aller regarder la pin-up du jour. Là, ça vous la met en fond d'écran c'est vachement bien ça. Ça sort quand Donc, sur iOS. Mais ça, par contre, c'est une fonction qui marcherait pas sur iOS. Bah c'est ça, c'est le problème. Donc, mais bon, en tous les cas, elle est disponible sur Android pour 1,49€ uniquement, la version payante. Je vais m'acheter un Nexus 4 rien que pour avoir ma pin-up du jour. Et vraiment, je vous encourage à aller y jeter un coup d'œil, non seulement parce que c'est des amis d'amis, et donc forcément, on aime bien leur filer un coup de main quand c'est des applications qui en valent le coup, mais en plus, parce que plus que juste valoir le coup, elle est vraiment, vraiment sympathique, et c'est le genre d'initiative qu'on aime bien encourager quand c'est des gens qui se mettent en contact direct avec leurs consommateurs, comme le permet Internet. Donc voilà, ça s'appelle 365 Pin-Up, et ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil. Très bien, très bien. Eh ben, moi, je vais parler aussi, toujours de, tu vois, je disais tout à l'heure, je suis content de vivre à cette époque et ce mois-ci, il y a plein d'apps excitantes. Et vraiment, je suis tombé sur une app, je le dis, je suis tombé amoureux de son design et de son graphisme. Cette app, ça s'appelle Countly. Alors, count.ly sur l'App Store. Avec un K. Oui, avec un K. Countly. Et en fait, cette app va faire une fonction très simple et toute bête. Elle va vous permettre juste de compter des choses, mais de compter des choses avec élégance. Ça a l'air génial, tu veux compter le nombre de clopes que tu fumes dans la journée. Tu veux compter le nombre de fois que tu vas au restaurant avec telle personne. Tu veux compter le nombre de fois que ton chef de service se cure le nez pendant le travail. Tu veux juste avoir un truc qui te permette de compter des choses, pas automatiquement, le comptage manuel, mais qui te permet très facilement. Il ne sait pas automatiquement combien de fois ton chef de service se cure le nez. Non, et la détection de crotte de nez n'est pas encore très au point. Ils y travaillent. Non, là, mais ça paraît tout bête, mais quand tu as cette app, alors, il faut être à compter des trucs. Il faut être un petit peu obsessionnel. C'est pour les gens qui ont un peu des tocs, mais ça peut être carrément utile. C'est tout bête, mais je sais pas, tu es moniteur de colo de vacances et tu dois compter tes gamins tous les matins. Là, tu as un truc qui te permet de faire +1, +1, +1, +1, +1, +1 de manière manuelle et très élégante. Mais le plus admirable dans cette app, alors en plus, ça va vous donner des stats. Si par exemple, vous essayez de diminuer le nombre de cigarettes ou d'arrêter le nombre de fumées, ça va vous permettre de voir si vous tenez bien à jour le nombre de clopes que vous utilisez. Ça va vous afficher des courbes de stats sur votre comptage. Mais en fait, ce qui est très très chouette dans cette app, c'est son design. Il a fait quelque chose d'extrêmement élégant. Pour compter quelque chose, pour faire un +1, il suffit de faire un petit geste sur la languette et ça rajoute 1. Voilà, c'est très bien pensé. C'est vraiment une app toute bête. Elle coûte 89 centimes d'euros. Mais là, je dirais que c'est presque un coup de pouce pour le développeur, d'autant plus que le développeur est français. Il a développé aussi une autre app qui s'appelle Burger Quest, qui est très marrante quand on est fan de burgers. Il recense les meilleurs burgers de France et de Navarre. Et c'est un mec très sympa parce qu'on est rentré un petit peu en contact. Donc, on va dire que les 89 centimes, c'est pas vraiment pour les fonctionnalités que ça vous apporte, mais pour regarder un joli design, ce que c'est qu'un joli design d'app, et éventuellement pour compter vos moutons le soir quand vous vous couchez. Sais que pardon, j'ai interrompu ta très bonne vanne, mais ça me fait penser à un truc que je vois sur la page iTunes. Il compte le nombre de fois qu'il va au cinéma, par exemple, ou le nombre de cafés qu'il prend, etc. Ouais. Tu sais, ça me fait penser à ce dont on parlait à le web, le quantified self. Genre, c'est des données que tu as sur ton corps, ton comportement, ce que tu fais, etc. Et avec les statistiques que tu as après, c'est juste que ça donne des informations sur toi que tu n'aurais pas eues autrement.
Donc ouais, ça peut être quelque chose de sympa. Après, je disais tout à l'heure, c'est pour les gens obsessionnels. Non, mais moi, je sais que même pour mes clubs, je suis pas assez. Je fais même pas mes comptes bancaires. Alors, qu'est-ce que tu veux que je me mette à recenser des trucs? Il faut avoir un certain type d'esprit, je pense, pour compter les trucs. Mais ponctuellement, ça peut servir. Je suis sûr que ça peut servir. Ne serait-ce que pour jouer avec des enfants au fameux jeu de la 2 chevaux verte, qui maintenant, il faut trouver un autre véhicule parce que des 2 chevaux vertes, il n'y en a plus beaucoup. Voilà, ça peut être amusant sur la route de compter le nombre de fois que tu vois tel panneau ou ce genre de truc, quoi. Ouais. Ouais, effectivement. Bah oui, mais c'est un truc qui m'intéresse. Tu sais, d'ailleurs, je compte m'acheter un Fitbit, moi. Oui. J'attends qu'il arrive à la Fnac. Qu'on me l'offre parce que. Bah oui, mais en fait, moi, j'ai tu sais, un chèque cadeau de 100 € de machin, et donc je veux pas le commander en ligne parce que je veux l'acheter avec le chèque cadeau. Et tu prendrais le nouveau là, le bracelet là, qui vient de sortir à l'autre. Le Flex. Ils en parlent au CES. Le Flex. Non, je sais pas. Je sais pas du coup. Parce que je sais pas ce qu'il fait exactement le Flex. Je suis en train de chercher sur l'internet en même temps. Bah, je crois que c'est surtout déjà un bracelet, quoi. Ouais, donc c'est un bracelet plutôt qu'un truc que tu glisses dans la poche. Oui. Je sais pas si le Flex. Bah, je vais regarder, mais je sais pas si un bracelet, ça serait vraiment mon truc, quoi. Mais à voir. Peut-être. Mais ouais, moi ça m'intéresse aussi. Ce genre de choses, ouais, mine de rien, c'est assez intéressant le Quantified Self. Bon, ça sera un truc à tester à terme dans l'émission. Et puis surtout, là, on est en train de partir dans la partie news. On a parlé du CES et ce genre de choses. Donc, ceux qui ont écouté les apps et qui se contentent d'écouter les apps, qui ne veulent pas écouter plus longtemps, c'est le moment de nous quitter et on vous dit au prochain numéro. Et pour ceux qui aiment bien suivre les news, c'est le moment où on attaque les news. Donc, on a 2 petites news qui concernent spécifiquement la mobilité. Juste avant que tu commences, justement, je voulais te demander un peu. Moi, j'ai pas eu encore vraiment le temps de suivre le CES, là, qui est en cours en ce moment. J'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de choses sur la mobilité. J'ai pas vu de transcendantal. Il y a des choses quand même sympas. Je voulais dire aux gens qui sont restés que, en fait, ceux qui sont partis, on les aime moins et que ceux qui sont restés, ils sont vraiment nos vrais amis. Donc voilà, je voulais juste dire ça. Non, chacun est libre, Patrick, de ne pas être ami avec toi. Donc, le CES, non, si en fait il y a des trucs, il y a Nvidia qui a annoncé son Tegra 4. Oui. Bon, on avait déjà entendu des rumeurs, donc c'est pas la nouveauté de l'histoire. Bah attends, je vais sortir du coup, puisque tu me lances sur le sujet, les notes du rendez-vous tech que je vais enregistrer. Oui, non, mais je voudrais pas déflorer, mais donner envie d'écouter ton prochain rendez-vous tech où tu vas nous faire avec brio. C'est qui d'ailleurs, Brio? J'ai vu ça. Un compte rendu du CES. Ben, écoute, il y a quelques trucs quand même. Pardon, donne des notes à Christophe qui nous écoute derrière. Non, alors je vais répondre à Christophe en direct. Je parle pas de Flickr, ça sera pour la semaine prochaine. Flickr, j'avais mal fait le déplacement des photos dans le répertoire de préparation en fait. Faut pas croire, c'est compliqué de préparer Upload. Donc non. Mais non, mais je l'avais fait, mais ça n'avait pas synchronisé. Je l'ai fait. On en profite pour saluer la régie. Merci Christophe. Je l'avais fait. Je te promets que je l'avais fait, Christophe. Je te promets que je l'avais fait. Il n'a pas été synchronisé. Bref, donc je prends déjà des tonnes de notes et je passe des heures à regarder tous les articles en provenance du CES. Mais il y a des choses. Intel a présenté des choses intéressantes. Le Tegra 4, c'est pas mal. Donc par exemple, il y a plein de processeurs mobiles qui vont gérer le 4K, pour ceux qui savent ce que c'est. Donc, la ultra haute définition, c'est incroyable. Enfin, on en arrive à... mais attends, t'as envie d'avoir un 4K sur ton smartphone? Enfin, là, ça devient un peu ridicule, non? Au-delà de l'argument commercial. Il y a des sorties vidéo. Et en plus, ça voudra dire aussi qu'ils ont la capacité processeur de lire des vidéos en 4K et de les afficher. Bref, il y a des trucs de folie. Mais oui, il y a des petits trucs sympathiques. Mais il n'y a pas... Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas le gros truc qui va casser la tête. Mais même, il n'y a pas d'annonce de téléphone, vraiment, de smartphone ou de tablette spécifique? Non, il y a quelques petits trucs. Il y a Sony qui annonce son téléphone. Il y a quelques petites choses, mais rien d'exceptionnel. D'accord. Le CES n'a pas fait de gros coups. Il y a des trucs intéressants dans les Smart TV,
des trucs Les comme ça. Lego, mais bon, ça c'est pas dans cette émission. Oui, ça c'est pas dans. C'est le truc qui m'a le plus excité. Ouais, il y a le Mindstorm EV3, c'est sympathique. Les Lego programmables robotisés, c'est marrant. Je veux ça, quoi, clair. Ouais. Ça fait envie. Mais bon, donc tout ça, ça sera dans le rendez-vous tech, le prochain qu'on enregistre en début de semaine prochaine, au moment où on enregistre cette émission. Mais non, effectivement, il n'y a pas eu de truc incroyable non plus au niveau de la mobilité, quoi. Par contre, le truc auquel qui t'a fait tilter, c'est la console portable de Nvidia. De Nvidia, ouais, le Project Shield. Ça m'a fait tilter parce que j'ai pas bien compris le pourquoi du comment, donc je suis allé me renseigner. Surtout, en fait, ce qui m'a fait tilter, c'est d'abord, en apparence, la mocheté de l'engin. Je n'arrive pas à comprendre comment on jouera sur un truc qui a la taille d'un pad, d'un vrai pad, avec un écran au bout. Explique ce que c'est. Commençons par le début. En fait, je commence par le début. Donc, Nvidia lance sa console portable, qui sera en fait une console sous Android, si je ne me trompe pas. Sous Android, qui va permettre, et c'est là où j'ai pas bien compris, j'ai besoin de tes lumières, qui va permettre aussi de streamer ces jeux que tu auras sur ton ordinateur et pas sur ta console. Ouais, alors en fait, oui, c'est une console sous Android et qui est une manette. C'est tout bête, une manette genre Xbox ou PlayStation qui a un écran qui se rabat sur la manette et donc qu'on déplie pour l'utiliser en tant que console. Il y a un écosystème de jeux qui seront disponibles spécifiquement, enfin, ça sera des jeux Android, mais Nvidia a son propre store qui permettra de télécharger ces jeux-là. Et aussi, ils ont une possibilité, quand on est sur le réseau Wi-Fi de la maison, de se connecter à son PC. J'imagine qu'il y aura une application sur le PC qui vous permet de streamer les jeux du PC sur cette console. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Mais tout le monde a trouvé la chose intéressante, mais toutes les analyses que j'ai vues sur ce produit, c'était un petit peu « OK ». Mais est-ce que les gens vont vraiment vouloir? Est-ce qu'on a l'utilité d'une console dédiée en plus sur toutes ces consoles Android? Elle n'est pas vraiment portable. Ça a la taille d'une manette. Tu vas pas te trimballer avec ça. Peut-être dans ton cartable, mais c'est peut-être pour une tranche d'âge alors. Je sais pas. Surtout qu'elle risque d'être un petit peu chère, quoi. C'est un écran Retina d'assez bonne qualité. Elle risque de tourner autour des 400-500 euros, j'imagine. En fait, moi, je me posais beaucoup de questions au niveau de l'ergonomie, parce que essaye d'imaginer la position où tu as déjà, comme autour d'un pad, les bras un peu crispés comme ça, et devoir pencher la tête pour regarder l'écran en même temps. Je sais pas. C'est un écran 5 pouces, en théorie, c'est visible quand même. Je sais pas. Ça m'a donné l'impression d'un proof of concept. Regardez, on pourrait le faire. Mais est-ce que le marché a vraiment envie d'un truc comme ça? Je sais pas. Ouais. Dites-nous dans les commentaires de l'émission ce que vous en pensez. Disons que surtout on a l'impression qu'ils y allaient très très fort, Nvidia, sur la communication et les espoirs qu'ils plaçaient dans ce produit. Bon, peut-être qu'il sera moins cher si c'est pour 200 euros ou même peut-être moins que ça, je sais pas. Mais c'est vrai que les consoles portables sont déjà là, la 3DS, la PlayStation Vita, et qu'elles sont à des tarifs plus intéressants que. Je connais pas le prix exact de la Shield, donc je sais pas. Mais après, le vrai truc surprenant, c'est que Nvidia se lance dans fabriquer ses propres machines. Là, ça, c'est un pavé dans la mare auprès des autres constructeurs, quoi. Disons que pour je pense Upload en général, la chose qui serait plus intéressante que ça serait la standardisation d'une manette pour toutes les tablettes et les téléphones qui là pourrait effectivement amener des résultats intéressants, mais bon, on écoutera vos réactions dans les commentaires. L'autre chose dont on voulait parler, c'était l'annonce en début de semaine ou en fin de semaine dernière de Ubuntu Mobile. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Ubuntu, c'est une distribution de Linux, Linux étant un système d'exploitation libre qui a énormément de succès dans certains domaines, qui n'a pas vraiment conquis le grand public, mais par contre, dans les serveurs sur Internet, tout fonctionne sur Linux aujourd'hui. Et l'idée de Canonical, qui est le développeur d'Ubuntu, Ubuntu étant donc une version de Linux sur PC habituellement, c'est de développer Linux Ubuntu, sa version de Linux,
pour les téléphones et de développer en fait un nouveau système pour téléphone qui viendrait concurrencer iOS, Android, Windows Phone, etc. Donc c'est vraiment un nouvel acteur du marché de la téléphonie mobile qui a été annoncé par Canonical et Ubuntu Mobile va devenir un système d'exploitation complètement à part entière qui ne sera pas simplement Linux tel qu'il est sur le desktop pour les téléphones, mais une version retravaillée de Linux avec une interface repensée, retravaillée, innovante même pour les téléphones et qui va venir proposer une alternative complètement libre et pas à moitié libre comme les Android et un petit peu moins depuis que le SDK n'est plus totalement libre pour Android, donc complètement libre pour les téléphones. Sur l'aspect business et marché, c'est très intéressant parce que ça propose une alternative à iOS et Android et même Windows Phone et une alternative gratuite puisque Linux, du coup, comme c'est un projet libre, Ubuntu Mobile devient libre aussi et chacun peut en faire ce qu'il veut complètement, sans aucune restriction. Et de l'autre côté, les constructeurs qui sont un petit peu coincés entre iOS et Android. Alors iOS, ils n'y ont pas accès. Android, ils y ont accès, mais il y en a beaucoup. C'est difficile de se différencier. Et il y a l'alternative Windows Phone pour laquelle il faut payer. Il faut payer Microsoft pour utiliser Windows Phone. Et bien là, ils auront une autre alternative. Donc peut-être que ça pourrait être intéressant. Donc ça, c'est l'aspect marché de la chose, industrie. L'autre aspect, c'est que il y a vraiment des fonctionnalités, enfin une philosophie de développement qui est intéressante dans Ubuntu Mobile. Il y a des choses qui sont pas mal pensées du tout, comme par exemple l'écran de veille et c'est pas un écran de veille qu'il faut déloquer. C'est un écran de veille qui vous donne accès à vos applications en faisant un swipe depuis le bord de l'écran à gauche vers le centre de l'écran, qui va amener une rangée de vos applications sur la gauche. Donc, c'est un geste qu'on peut a priori pas faire par accident. Donc, il est accessible directement. Et ça vous permet d'avoir accès à toutes vos applications. Il y a un autre truc, par exemple, le même geste depuis la droite vous permet de naviguer entre les applications, un petit peu comme le système de cartes qu'il y avait sous WebOS. Le fait de glisser du haut vers le bas, encore avec la même idée, va vous amener vos informations de votre centre de notification. Et si vous faites une manipulation un tout petit peu différente, on va voir les différents réglages. On va pouvoir sélectionner en glissant de droite à gauche les réglages. Autre chose encore, si on glisse du bas vers le haut, ça va amener les boutons logiciels de manière contextuelle en fonction de l'application. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ça, l'application a toute la place sur l'écran pour afficher le contenu. Et les boutons n'apparaissent que quand vous voulez qu'ils apparaissent. Alors là, c'est du langage de design, hein, c'est des choses qui ne sont pas uniques à ce système. Il pourrait même être implémenté par certaines applications avant même la sortie d'Ubuntu pour mobile. Mais il y a dans cet esprit, il y a toutes sortes de choses qui sont vraiment intéressantes. Il y a votre écran d'accueil, c'est pas une série d'applications, c'est les dernières choses que vous avez fait, les dernières personnes que vous avez contactées, les derniers livres que vous avez lus, les dernières applications que vous avez lancées, etc., les dernières vidéos que vous avez regardées. Donc, c'est une approche qui est un petit peu différente, une approche qui est un peu fraîche des systèmes d'exploitation mobile. C'est pas des choses mind-blowing, comme pourraient dire certains. C'est pas invraisemblable de génie, mais c'est vraiment des choses intéressantes. Et on en arrive au problème que tout le monde perçoit pour ce système d'exploitation, c'est qu'il ne sera disponible sur le marché avec les constructeurs partenaires. Oula, je tape dans mon micro. De rage, parce qu'il ne sera disponible sur le marché que fin 2013, voire sans doute début 2014 si on est un peu plus réaliste. Et ça, c'est la date qu'il donne aujourd'hui. Donc peut-être même que ça arrivera un peu plus tard. Ouais. D'ici là, il y a de l'eau qui aura coulé sous les ponts. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire que ça sera impossible, mais c'est quand même un petit peu tard. Bon, en même temps, on peut se dire le marché est maintenant mature. Le fait d'arriver tout de suite dans 3 mois ou dans 1 an, ça n'a pas non plus changé toute la configuration surtout du marché. Bon, pour l'instant, de ce que je vois, il y a encore beaucoup de choses qui sont dans le...
Enfin, on sent que là, c'est encore en travaux et justement, ils ont encore un an pour s'adapter. Je pense que l'année 2013, je ne sais pas si Apple aura le temps de redessiner un OS complètement différent, mais il va se passer des choses intéressantes et il n'est pas exclu que c'est peut-être pas si bête parce que 2013, il y aura peut-être plus de place qu'il n'y en a aujourd'hui. On n'en sait rien. Enfin, disons que 2013, comme je le dis depuis longtemps, pour moi, 2013 va être l'année de Microsoft. L'année où Windows Phone 8 et Windows Phone 8 et pas 8 et Windows 8 lui-même vont déployer leurs ailes et on va voir s'ils vont réussir à s'envoler. Il va y avoir RIM qui va arriver avec son BlackBerry 10, son BlackBerry OS. Je sais pas. Peut-être que c'est le bon moment maintenant parce que, mais effectivement, c'est peut-être pas plus mal d'attendre un an, voire un peu après, plus. tout dépend ce qu'ils visent. Est-ce que c'est un marché très spécifique de gens Ils visent le grand public. Hein. Tu sais, ils visent le grand public, de démocratiser Linux, à mon sens. C'est peut-être par le biais du mobile qu'ils vont réussir à démocratiser Linux. Apple n'a jamais vendu autant de Mac que grâce à l'iPod et à l'iPhone. En démocratisant, tu fais adopter un écosystème. Oui, non, c'est même pas ça que je pensais. Moi, je pensais que simplement, peut-être que la mobilité et la voie et une autre voie d'accès au grand public pour Linux, tout simplement. Mais sur les concepts eux-mêmes, alors moi, j'ai pas vu toute la vidéo parce que j'ai pas eu le temps. C'est vrai que ça a l'air assez innovant. Je suis un tout petit peu plus réservé sur le graphisme, même si je trouve qu'il y a des très bonnes idées sur ce qui se fait dans l'air du temps. Notamment, je vois la gestion des messages, network et tout ça. Après, je trouve que l'utilisation des coins arrondis et des couleurs avec ça, c'est... Ouais. Ça a un côté. Non, mais pour le coup. Ils utilisent beaucoup le squircle. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un squircle? Oui, c'est un square circle. En fait, c'est un carré avec les bouts de Et d'ailleurs, je peux te le dire, c'est un angle qui est assez chiant à faire en courbe de Bézier sous Illustrator, ce type d'angle. En fait, c'est des angles ratés, des coins arrondis ratés, généralement. Et tu as un léger arrondi de ton carré lui-même. C'est l'illustrateur qui parle. Mais oui, bon, disons que c'est des choses vieillot, je trouve. Un tout petit côté vieillot. Ouais, peut-être. Mais bon, disons que là, on est très loin de la sortie. Peut-être qu'ils prennent effectivement le temps pour vraiment peaufiner la chose. Comme c'est un système ouvert, tout le monde peut venir et contribuer à l'amélioration du système. Ils prennent sans doute aussi le temps de faire des partenariats sérieux avec des constructeurs pour avoir une entrée dans le marché qui n'est pas avortée, qui n'est pas un petit peu trop d'ampleur, un petit peu trop faible, parce que c'est sûr que Canonical, c'est un grand nom des distributions Linux, mais c'est déjà pas un énorme nom dans l'informatique en général. Alors, dans la mobilité, qui est un marché sur lequel ils sont pas présents, il vaut mieux qu'ils préparent le terrain. Donc, peut-être que... En tout cas, c'est une initiative qui est intéressante et qu'il faudra qu'on suive avec intérêt, parce que c'est quelque chose de... Pas de nouveau dans le sens de l'OS lui-même apporte des nouveautés d'interface, mais au niveau de l'industrie. C'est quelque chose qui peut vraiment être très intéressant. Donc, et ça va faire plaisir aux barbus, aux pingouins barbus fans de Linux en plus. Donc, c'est tout. Tu vas encore faire plaisir dans les commentaires avec des commentaires pareils, Patrick. Mais je pense que s'il y en a un qui peut jouer le quatrième rôle dans un marché, c'est bien Ubuntu. Il va y avoir un mort cette année, ça c'est sûr. RIM, Windows Phone, je sais pas. Mais Ubuntu peut se faire une petite place au soleil comme quatrième acteur du marché avec une offre très très différente finalement. C'est vraiment pas une mauvaise idée de leur part en tout cas. Ouais. Mais tu sais, je suis même pas sûr qu'ils peuvent se faire une place qu'ils ne se fassent qu'une place de quatrième parce que à terme, bon, on parle pas de 2013 ni de 2014, mais à terme, le problème pour les constructeurs, c'est que Android, c'est Google, mine de rien. On se dirige quand même un petit peu plus dans ce sens-là. iOS, c'est évidemment Apple. Et donc, quel est le truc qu'ils peuvent avoir à eux et qu'ils peuvent et même customiser sans que Google fasse les gros yeux.
Ou tu vois, un système qui soit le système par défaut, qui ne soit pas le système qui appartient à une société. Et là, ça pourrait tout à fait être ça. J'avais pas vu les choses sous cet angle. Et comme mais les constructeurs sont ceux Ouais. qui sont les vrais acteurs du marché, alors Apple construit ses machines, donc ils maîtrisent leur chaîne de production. Google a Motorola, et même s'ils l'ont pas, ils pourront faire leur partenariat pour avoir leur téléphone. Et s'ils veulent décider de construire un téléphone, ils pourront aussi. Bon, bref, c'est quelque chose d'intéressant au niveau de l'industrie. Bien chouette. Dernière chose qu'on a vu aussi du CES qui a un vague rapport avec la mobilité, c'est les tablettes, enfin les tablettes en e-paper flexibles présentées par Intel. Je ne sais pas si tu as vu ça. Par Intel. Alors j'ai vu ça et c'est vrai, le truc qui m'a fait mourir de rire, peut-être pas, mais il faut y réfléchir. C'est la tablette 27 pouces, la grosse tablette pour table basse. Ah oui, sous Windows Phone 8 c'est HTC, je crois, non? Non, oui, c'est Lenovo, pardon. Ouais. Oui, bah pourquoi pas. C'est une sorte de Surface, quoi. Écoute, je me suis dit, ça serait un super truc de présenter Upload avec un engin pareil dans mon salon, en faisant des batailles d'app et tout, ça serait génial. À part ça, je sais pas. Non, ce dont je parlais, c'était du e-paper flexible, donc oui. des sortes de morceaux de papier qui affichent des choses. Et ils ont fait un système un petit peu bizarre. Je suis pas certain que ça soit hyper utile, mais tu as plusieurs feuilles de papier en fait sur ton bureau qui sont toutes reliées par un gros câble bien moche parce que c'est encore du concept, mais chacun est une app. Donc si et c'est du e-paper flexible touch. Donc si tu touches, par exemple, tu as une app, entre guillemets, qui est un des papiers flexibles qui est posé sur le bureau, qui est ta boîte de réception de mail. Eh ben, tu touches avec un autre e-paper l'un des messages du mail et ça va t'afficher le message sur ce papier que tu tiens. Il est flexible, il est touch, etc. Donc, bon, c'est un petit peu du concept encore, mais ça montre que le e-paper flexible est en train de progresser de manière intéressante. Non, mais c'est pas... En fait, tout dépend après du prix de fabrication de l'unité. Juste non, mais là, en avoir plusieurs, à mon avis, ça n'a aucun sens. T'as l'hypothèse Star Trek Next Generation où le capitaine Picard a une tablette pour chaque chose qu'il fait et qui balance négligemment des plateaux de tablettes sur son bureau. Ouais. Si les tablettes, ça vaut 10-20 euros, dédier chaque tablette à chaque utilisation, pourquoi pas. Après, si la feuille, elle vaut 50-60 euros, t'as envie qu'elle fasse quand même plusieurs choses, quoi. C'est sûr. Mais bon, il y a ça, et puis il y a aussi le fait, le système qui sont en train de développer, les technologies qui sont en train de développer pour faire interagir différents appareils entre eux, tu vois, avec différents éléments d'interface qui vont se balader d'une tablette à l'autre ou d'un papier à l'autre. Ça aussi, c'est des trucs qu'on voit tout le temps dans les films de science-fiction, où tu passes une photo, tu sais, en faisant un petit... en envoyant avec ton doigt d'un truc à l'autre, et bon, là, c'est peut-être la base de ça, quoi. Et là, il y a Christophe qui est en train de devenir fou parce qu'on est en train de parler de trucs où nous n'avons pas du tout mis de visuel dans la régie. Non, c'est vrai. On ne peut pas absolument pas illustrer ce qu'on est en train de raconter, quoi. Eh ben, écoute, comme punition, je te propose qu'on s'arrête là parce que, en plus, Christophe nous dit enfoiré sur Twitter. Bon, de toute façon, on arrive à la fin. Là, c'est juste un truc que j'ai vu passer et ça m'a rappelé. Bon, c'est un petit peu de la mobilité aussi, mais il n'empêche qu'on a épuisé nos sujets et notre énergie du même coup. Donc, on va conclure l'émission et on va donc se diriger vers la sortie en vous disant tout de même que vous pouvez évidemment avoir les liens de toutes les apps et de tout ce dont on a parlé dans cet épisode sur le site nowatch.net. Vous y trouverez aussi les liens vers tous nos comptes de réseaux sociaux. Donc, si vous voulez nous suivre dans la journée pour voir ce qu'on fait, c'est possible. Vous pourrez aussi trouver toutes sortes d'émissions fort sympathiques sur nowatch.net et on le dit de temps en temps, si vous n'avez pas écouté d'autres podcasts, de nouveaux podcasts depuis un moment, peut-être qu'il serait temps d'aller y jeter un coup d'œil parce que vous y découvrirez peut-être des choses qui vous intéresseront et qui vous séduiront. Tout à fait. Et je fais un petit peu d'autopromo. Je devais le sortir avant, mais j'ai absolument pas le temps de terminer ce montage. Mais je vais essayer vraiment de le terminer. Ça va bientôt sortir. Je vais sortir un petit module dans le No Watch Mag qui va s'appeler vous venez d'avoir un iPhone, quelles sont les apps indispensables? Donc même pour ceux qui s'y connaissent bien en app, venez me critiquer sur les apps que je juge indispensables. Et ça sera disponible qu'en streaming sur le site nowatch.net ou sur notre chaîne YouTube. Donc
Donc, si vous nous écoutez à travers iTunes, faites un petit effort de passer par chez nous ou par YouTube pour découvrir ce petit module et me dire ce que vous en pensez. Et voilà, c'est sur nowatch.net, comme tout le reste. On vous remercie, on vous fait de grosses bises, on vous souhaite encore une fois une bonne année, et on vous dit à la semaine prochaine avec l'équipe, j'espère, un petit peu plus complète. Un peu plus étoffée. Allez, ciao tout le monde. Ciao.